Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, petit cours de 6e avec l'organisation des Panathénées, une fête athénienne, et la découverte ensemble de la manière dont se regroupent les habitants d'Athènes en différentes catégories que nous allons donc aujourd'hui étudier. Rappelez-vous, la fois dernière, on s'était intéressé à 3 types d'organisation, justement des cités grecques. On avait dit que certaines étaient gouvernées sous forme d'oligarchie ou d'aristocratie, c'est-à-dire qu'un petit nombre de grands propriétaires riches gouvernent. On a dit qu'il y avait aussi des tyrannies, quand un homme seul s'est emparé du pouvoir par la force. On peut dire aussi dictature. Et on a dit qu'il y avait le début de la démocratie. Et justement, c'est ça qu'on va étudier. La démocratie, c'est quand un ensemble de personnes, normalement tous aujourd'hui, dans une vraie démocratie, vous avez l'ensemble de la population qui est censée participer. Mais vous allez voir qu'elles ne sont pas parfaites, les démocraties du départ, puisque par définition, on invente ce concept, donc il est loin d'être parfait, si tant est qu'il le soit aujourd'hui, ça c'est une autre question. Donc, tous les citoyens, ceux qu'on appelle citoyens dans une démocratie, participent au gouvernement. Le citoyen, ça vient du mot la cité, et la cité en grec désigne, en grec ancien, désigne la ville. Donc l'habitant de la ville participe au gouvernement, mais vous allez voir, même s'ils habitent la ville, beaucoup de personnes à Athènes, puisque c'est la ville qui nous intéresse, la ville de naissance de ce concept de la démocratie, beaucoup de personnes qui habitent à Athènes ne sont en réalité pas des citoyens actifs qui participent au gouvernement, c'est-à-dire à la gestion des affaires courantes de la cité, de la ville. Alors nous, on va étudier justement à Athènes un moment dans la vie des Athéniens qui nous prouve qu'il y a un regroupement de forces vives d'Athènes, de forces démocratiques. Parce que les citoyens et les non-citoyens vont y participer. Ce moment, c'est celui qu'on appelle les Panathénées. Donc les Panathénées, c'est des fêtes en l'honneur d'Athéna, déesse protectrice de la cité d'Athènes. Elles sont célébrées tous les 4 ans. Et on va s'intéresser plus spécialement à ce qui se passe dans ce qu'on appelle la période classique athénienne, c'est-à-dire le 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors essayons de comprendre ensemble comment s'organise cette fête qu'on appelle les Panathénées. Donc voilà, avec un petit document texte qui nous est bien utile pour comprendre comment se déroule cette fête des Panathénées, donc qui est tiré d'un livre classique sur la religion grecque, étudié et mis en place par 2 universitaires. Et avec à gauche le trajet de la procession des Panathénées d'Athènes. Rappelez-vous, on avait vu ensemble qu'à Athènes, tout autour de la ville, il y a des murs, ce qu'on appelle les longs murs vers le port d'Athènes, le Pirée, et les murailles d'Athènes, destinés à protéger cette cité indépendante des autres cités grecques. Les Grecs sont regroupés par leurs thématiques culturelles, religieuses, leur langue, etc. Mais ils sont divisés politiquement, rappelez-vous. Et vous avez des routes qui arrivent à, donc effectivement, Athènes, la plus connue étant la voie sacrée, ici, parce qu'elle rejoint certains temples, etc. Vous avez des monuments à Athènes et des lieux qui sont indiqués sur la carte. Et la procession des Panathénées, vous allez voir, suit un chemin bien particulier tous les 4 ans. Donc, regardez bien notre document, du côté droit, notre document texte, et dites-moi comment se déroule la procession des Panathénées. Donc, elle part d'où à Athènes et elle va où? Vous avez vu? Alors, on va rechercher ensemble les différents lieux qui sont suivis par la procession des Panathénées. Donc, la procession part des portes du Dipylon. C'est les portes d'entrée qui arrivent dans le quartier du Céramique. Pourquoi appeler comme ça? Parce que la céramique, on l'avait vu en début d'année, c'est la poterie, donc c'est le quartier des potiers. Donc le départ de la procession des Panathénées se fait ici. Une procession, c'est un événement religieux qui se passe en avançant, c'est-à-dire que c'est une marche religieuse. Cette procession, elle monte à l'Acropole. Alors si elle monte à l'Acropole, c'est qu'il s'agit d'une colline. Alors effectivement, regardez la carte. Le vert, c'est les zones les plus basses, et plus vous allez vers les couleurs brunes, plus vous montez. C'est bien connu dans toutes les cartes du relief. À l'Acropole, elle va longer un monument qu'on ne connaît pas encore qui s'appelle le Parthénon, qu'on va étudier ensemble, pour arriver enfin devant le grand autel d'Athéna pour y faire des sacrifices. Donc, d'ailleurs, se trouve là, près de l'autel d'Athéna, l'Érectéion. On va voir exactement ce que c'est un autre temple. Donc si on retrace le chemin à partir de la carte de gauche,
nous voyons ensemble plusieurs choses. Première chose, notre procession des Panathénées part justement des portes du Dipylon, suit le quartier du Céramique pour traverser un endroit qu'on appelle l'Agora. En réalité, c'est à la fois la place du marché et un lieu politique, on l'étudiera. Puis ensuite, elle va monter sur l'Acropole, un endroit qu'on va étudier, un ensemble de temples, pour arriver jusqu'à un endroit qu'on appelle l'Érectéion, où se trouve la statue en bois d'Athéna et le grand autel d'Athéna où ont lieu les sacrifices. Donc voilà le trajet suivi par les Panathénées. Le même, tous les 4 ans, cette cérémonie religieuse va faire une procession dans la ville, va se dérouler ainsi en marchant, jusqu'à ce qu'il y ait une cérémonie même qui se passe à l'Érectéion qu'on va étudier. Maintenant, la deuxième question, c'est qui y participe ? Vous allez voir que cette fête se déroule d'une manière particulière. Donc regardez bien maintenant la suite du texte et dites-moi qui fait quoi, donc, qui participe à la procession des Panathénées. Vous avez vu, en fait, tout le monde participe aux Panathénées. C'est pour ça qu'elles prennent le nom de Pan-Athénées. Pan-Athénées, le préfixe pan veut dire pour tous, donc pour tous les Athéniens. Donc comme c'est la fête de la déesse protectrice Athéna d'Athènes, c'est la fête de tous les habitants d'Athènes. Donc cette fête religieuse rassemble les citoyens. Rappelez-vous, je me suis trompé d'outil, pardon. On va prendre le bon. Voilà. Donc des citoyens ainsi que des femmes et des filles de citoyens. Donc ceux qui participent à la vie politique de la cité, mais aussi des gens qu'on appelle des métèques. Les métèques, pour les Athéniens, c'est les étrangers à la ville d'Athènes. Ils sont appelés, pendant toute la Grèce antique, pendant la période du 5e siècle, les métèques. Et peut-être même ceux qu'on appelle des habitants non libres. Qu'est-ce que ça peut être que des habitants qui ne sont pas libres ? Eh bien, ce sont des esclaves. Donc vous avez les étrangers, les esclaves, les citoyens qui participent. Vous avez également du bétail pour les sacrifices. Et un but précis. Maintenant, quelle est la cérémonie principale des Panathénées ? Regardez la fin du texte. Vous avez vu, il s'agit de coudre et de faire porter une tunique brodée par des jeunes filles de la ville d'Athènes à la statue d'Athéna en bois qui se trouve dans le temple qu'on appelle l'Érectéion. À la fin, on fait un festin, donc on mange en réalité une partie de ce qui a été sacrifié. C'était pas fou les Grecs, la plupart du temps c'était les os en réalité qui restaient et les viandes étaient mangées dans les sacrifices et les fumées, c'est ce qui montait justement jusqu'à l'Olympe et qui était destiné aux dieux. Donc, elle a 2 buts, la procession des Panathénées. Et là, c'est la fin du texte qui va nous l'expliquer. Le premier but, c'est de donner le spectacle de l'organisation hiérarchique d'Athènes. C'est-à-dire, elle va bien montrer qu'il y a différentes catégories de population qui n'ont pas le même rôle et qui ont même des rôles de plus en plus supérieurs. Mais elle est de montrer aussi que la population est unie par des cérémonies communes. Donc nous avons vu ici 3 catégories de population. Première catégorie de population, les citoyens. Deuxième catégorie de population, les métèques, c'est-à-dire les étrangers. Troisième catégorie de population, les habitants non libres, c'est-à-dire les esclaves. Donc, à Athènes, le fait que ça soit une démocratie ne veut pas dire que tout le monde soit au même niveau de participation au gouvernement et aux affaires de l'État. L'État-cité d'Athènes a des citoyens, mais à des gens qui n'ont pas de droit civique, c'est-à-dire par exemple pas le droit de vote, pas le droit de participer aux affaires de l'État, qu'on appelle des métèques et des non-libres. Et dans les citoyens, vous l'avez vu, il y a aussi une différenciation. Si vous regardez bien notre zone des citoyens, ici, quelle est la différenciation qu'on fait ? Vous avez vu, des citoyens, des femmes, des filles de citoyens. C'est-à-dire que les citoyens ayant vraiment le droit de participer à la vie de la cité, ce sont ceux qui ne sont pas des femmes et des filles, c'est-à-dire les hommes. Donc la société, elle est encore patriarcale, c'est-à-dire que les hommes, malheureusement, ont plus de pouvoir que les femmes dans la société athénienne du 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc voilà pour l'organisation de la fête dite des Panathénées. Maintenant, on va s'intéresser justement dans ces Panathénées
a une frise qui nous la fait bien connaître. Une frise, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont des images de la procession. Une frise, c'est une sculpture qui décore un mur et qui se suit. Les images, comme dans une BD, se suivent en réalité, la gauche vers la droite quand vous faites le tour d'un temple de l'Acropole d'Athènes, celui qu'on appelle le Parthénon. Elle a été sculptée, cette frise des Panathéniens, par l'atelier d'un sculpteur qu'on connaît bien, qui s'appelle Phidias. On ne sait pas si c'est Phidias qui a tout sculpté lui-même, on sait que c'est son atelier qui a sorti la frise, parce que des textes y font référence. Donc à partir de là, elle fait 160 mètres au total de long, le long de ce temple, et elle comporte 500 figures, c'est-à-dire 500 personnages. Donc ces figures qui sont là, vous le voyez, ce sont des extraits de la frise des Panathénées. Vous voyez des gens porter des offrandes, vous voyez des citoyens sur des chevaux, vous voyez des gens porter les agneaux des sacrifices, et vous voyez aussi des bœufs qui vont être sacrifiés dans un sacrifice extrêmement important qu'on appelle l'Holocauste. C'est quand on sacrifie des bœufs. Attention, ce terme est aussi repris au XXe siècle pour désigner le génocide juif. C'est le même mot qui est utilisé pour les deux. Veillez bien à l'utiliser dans le bon sens. Là, l'Holocauste, c'est un sacrifice de bœufs en très grand nombre qui est fait pendant la période de l'Antiquité. Donc un terme qui a plusieurs significations, il ne faut pas se tromper. Donc vous voyez, les Panathénées suivent une logique bien précise. Elles mélangent citoyens et non-citoyens. Et c'est une cérémonie religieuse qui a tous les 4 ans un trajet bien précis. Alors regardons maintenant comment s'organise justement ce trajet dans sa finalité. Il va à l'Acropole. Donc l'Acropole, qu'est-ce que c'est ? Et les temples qui sont dessus, la voilà. Côté droit, vous avez un plan représenté en profondeur de l'Acropole. Donc dans ce plan de l'Acropole, on peut déterminer 5 lieux importants. Donc première chose, vous voyez que l'Acropole est une colline. C'est une colline située dans Athènes. Elle existe toujours aujourd'hui sous cette forme. Voilà les restants de l'Acropole actuellement, avec les ruines qui sont dessus. Et tout autour, vous voyez la ville d'Athènes contemporaine, en Grèce. Donc une colline à Athènes qui a été dès le départ utilisée par les Grecs pour y ériger des temples, parce qu'elle n'était pas comme le paysage autour, elle se détachait du paysage, et pour les Grecs, c'est très rapidement, ceux qui sont devenus des Athéniens, c'est très rapidement devenu un lieu sacré, un lieu différent, donc un lieu sacré. Donc à Athènes, quand vous rentrez dans l'Acropole, vous commencez par les propylées. Les propylées, c'est l'endroit où vous avez l'entrée directement de l'Acropole avec ce temple et ses colonnades. Donc vous voyez que les temples grecs ont toujours des colonnes qui les entourent. Ils sont toujours assez souvent bâtis sur le même plan. Vous sortez de cet endroit et vous arrivez devant la statue d'Athéna guerrière. Parce que Athéna, rappelez-vous, est la déesse protectrice de la ville d'Athènes. Donc Athéna Promakos, Athéna guerrière. Derrière se trouve le grand autel d'Athéna. Sur lui on fait les sacrifices lors de la procession des Panathénées. À droite, dédié à Athéna Parthénos, Athéna jeune fille, le temple dit du Parthénon. Et à gauche, sur l'image, l'Érectéion, le temple d'Athéna protectrice, avec un détail très connu, les cariatides. C'est un portique, c'est-à-dire un ensemble de colonnes sculptées. Donc, là, vous avez les bâtiments les plus importants de notre fameuse Acropole, vous voyez, qui sont dédiés à une divinité, Athéna, parce que c'est la déesse protectrice de la ville d'Athènes qui en reprend son nom d'ailleurs. Regardez bien ces temples, il y a une particularité que vous ne verrez plus aujourd'hui. Alors évidemment, ils ont été en grande partie détruits, donc on en retrouve des ruines, mais ces ruines, elles sont blanches, indistinctement blanches. Et pourtant, ici, regardez, il y a des couleurs partout. Les temples étaient peints. Donc contrairement à ce que vous pouvez voir aujourd'hui, parce que ces couleurs et ces pigments de couleurs ont pour la plupart disparu, les temples grecs, ainsi d'ailleurs que les temples égyptiens et les temples romains, étaient peints. Donc ils étaient peints de couleurs vives. Donc les statues, etc., comme vous pouvez le voir là, étaient dans ces temples-là très souvent des statues polychromes, c'est-à-dire en plusieurs couleurs. Alors regardez, là vous avez justement notre source d'étude principale sur les Panathénées, avec la frise des Panathénées sur ce plan. C'est le plan du temple qui est ici à droite
celui du fameux Parthénon. Donc, ce temple-ci est représenté ici à gauche. On va se mettre complètement en couleur. Voilà. Alors, vous pouvez voir l'ordre du cortège dans la procession des Panathénées. En réalité, cette procession des Panathénées nous est montrée par la frise réalisée par le sculpteur Phidias et son atelier. Elle fait donc tout le tour des murs internes en haut du Parthénon. Dans le Parthénon lui-même, comme dans tous les temples grecs, vous retrouvez derrière l'entrée un endroit qu'on appelle le naos, c'est l'endroit où les cérémonies ont lieu, et vous avez la statue d'Athéna, et derrière il y a une salle du trésor qui n'est pas accessible librement au public. Donc cette frise fait 160 mètres de long, elle est à l'intérieur du temple du Parthénon, mais pas là où se trouve le culte, tout autour de la deuxième enceinte intérieure. Vous avez d'abord une colonnade, puis après l'enceinte. Voilà. Donc, nos fameuses Panathénées qui vont sur l'acropole, qui les a mis en place, ces temples qui sont sur l'acropole. Ben, regardons exactement maintenant celui qu'on appelle Périclès. Périclès est un homme politique athénien du 5e siècle avant Jésus-Christ, dont la vie nous a été décrite plus tard, 7 siècles après, par Plutarque. Plutarque était un auteur, cette fois-ci, qui va vivre bien après les phénomènes dont il parle. Donc cette source doit être prise avec des pincettes. Tout ce que dit Plutarque n'est pas juste par rapport à Périclès, mais on pense que ces gens qui, comme Hérodote, ont été les premiers historiens, essayaient quand même de récupérer certaines sources qui en font des éléments valables pour essayer de comprendre la vie des Athéniens au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc on va se poser 3 questions concernant l'acropole avec Périclès. Alors regardons exactement comment l'acropole se met en place. Voilà. Donc les 3 questions qu'on se pose sont en bas à gauche du document. Je vais vous les lire parce qu'elles sont relativement mal passées lorsque j'ai fait ma capture d'écran. Qui a fait construire les monuments de l'acropole et qui a été chargé de diriger les travaux? Quels ont été les matériaux utilisés pour la construction? Et la question 3, selon Périclès. Alors, cette question sur la construction des monuments, quel est son but? Quel est le but justement de la construction des monuments d'après Périclès? J'ai carrément oublié de scanner la fin de la question 3, mes excuses. Donc, regardez même notre texte pour répondre à ces questions. La question 3, c'est la construction des monuments. Elle suit quel but? J'ai évidemment pris la pire couleur possible pour vous montrer tout ça. Donc, selon Périclès, la construction des monuments suit quel but? Alors, vous avez vu, première chose, qui a fait construire les monuments de l'acropole? Qui a été chargé de diriger les travaux? Alors, celui qui a fait construire ces monuments, c'est notre fameux Périclès. Donc, il fait construire les monuments de l'acropole par le sculpteur Phidias, qui préside à tout et qui surveille tout, ainsi que par 2 architectes, Callicratès et Ictinos, qui construisent le Parthénon. Donc vous avez un ordonnateur, Périclès, parce qu'il représente la démocratie athénienne, et puis vous avez des ingénieurs, des architectes, Phidias, Callicratès, Ictinos. Les matériaux qui sont utilisés, comme on le voit dans le texte, marbre, ivoire, or, bronze, le bois d'ébène, le bois de cyprès. Donc des matériaux riches qui sont destinés à plaire aux dieux. Parce que rappelez-vous, les monuments doivent s'élever d'une grandeur imposante, d'une beauté et d'une grâce inimitable. Pourquoi? Parce que les dieux doivent être contents de ces constructions. Elles sont là pour plaire aux dieux et pour leur rendre grâce. Et on pense que plus les dieux seront contents, plus ils feront de l'intercession dans la vie des hommes, c'est-à-dire plus ils interviendront positivement. Alors, et le but maintenant? Eh bien, justement, montrer la gloire immortelle de la ville d'Athènes et lui fournir du travail. Donc rendre gloire aux dieux et montrer la richesse et la puissance d'Athènes. C'est pour ça que les projets de construction sont très nombreux
dans les villes antiques, notamment grecques, parce qu'elles se font concurrence. En réalité, ces villes veulent montrer à chacune d'entre elles qu'elles sont plus puissantes et qu'elles valorisent mieux les dieux que la ville d'à côté. Donc voilà comment s'organise notre fameuse acropole. Cette acropole qu'on voit ici aujourd'hui, c'est donc un sanctuaire, un ensemble de temples destinés à la gloire d'Athéna, déesse protectrice d'Athènes. Alors maintenant qu'on a vu où était l'acropole, maintenant qu'on a vu à quoi elle servait, regardons plus précisément qui participe au Panathénées et comment s'organise la population d'Athènes. Et là aussi, on va se poser 4 questions sur le document qui est à gauche. Comment devient-on citoyen? À quel âge? C'est les questions qu'on va se poser. Donc les 4 questions, regardez, qui sont à gauche de notre écran. Évidemment, uniquement sur le document 5, on étudiera le côté droit juste après. Alors vous avez vu, pour devenir citoyen athénien, il faut avoir fait l'éphébi, le service militaire de 18 à 20 ans. On va donc avoir 20 ans et plus. C'est l'âge de la citoyenneté où on a le droit de prendre part à la vie politique de la cité. En 451 avant Jésus-Christ, il faut être né, vous l'avez vu, de père athénien et de mère athénienne. Donc c'est ce qu'on appelle le droit du sang, c'est-à-dire que devient citoyen celui qui est né de père et de mère citoyenne athénienne. Regardons maintenant la question 3, le droit du citoyen qui est aussi un devoir. Ça n'a pas changé aujourd'hui. Les citoyens prennent part au gouvernement de la cité. C'est leur droit ainsi que leur devoir. Pourquoi leur droit et leur devoir ? C'est pour bien montrer que participer au gouvernement de la cité sert tous les citoyens et que le gouvernement de la cité ne peut pas se faire sans les citoyens si on veut une démocratie. Une démocratie, c'est que le peuple doit gouverner. Pour ça, chaque citoyen doit participer au gouvernement de la cité, notamment par des votes, on le verra. C'est à la fois son droit et son devoir. C'est son droit parce que c'est ce qui détermine que nous ne sommes pas à ce moment-là à Athènes dans une dictature. Il n'y a pas un seul homme qui a le pouvoir. Et c'est son devoir parce que si les citoyens ne prennent pas part au gouvernement de la cité et par exemple ne votent pas, alors vous avez de fait une minorité de gens qui gouvernent. Pas tous les citoyens. Ce n'est donc pas une vraie démocratie. Donc le droit du citoyen qui est aussi un devoir, c'est celui de prendre part au gouvernement de la cité. Et le citoyen à Athènes a aussi des obligations militaires, vous l'avez vu. Il faut absolument qu'il participe à la défense de la cité. C'est son devoir. En fonction de ses revenus, il pourra avoir 3 fonctions. Il pourra être soit cavalier, c'est la fonction pour les riches, puisqu'il faut avoir l'argent pour entretenir un cheval, pour le nourrir, notamment, et pour l'armée. Il pourra être hoplite. Un hoplite, c'est un fantassin à pied, donc c'est un soldat à pied des armées grecques anciennes. Ou bien, il peut être rameur, c'est pour les plus pauvres, puisqu'on n'a besoin de rien. Le hoplite devait se munir de son propre armement. Le rameur n'a pas besoin d'armement. Lui, il va ramer dans les bateaux, justement, qui vont permettre la guerre sur mer. Donc à partir de là, vous voyez, 3 rôles, mais tous les citoyens, du plus humble, donc du moins riche au plus riche, ont le devoir de participer à la défense de la cité. N'importe quel citoyen peut être amené à siéger dans un tribunal, on peut lui demander d'être juge, plutôt d'être juré. N'importe quel citoyen a le droit d'être propriétaire d'une terre ou d'une maison, il a le droit de posséder des biens, et il a le devoir de participer aux fêtes religieuses comme les Panathénées. Donc, il y a des conditions pour devenir citoyen. Il faut être de père et de mère athénienne et avoir plus de 20 ans, avoir fait son service militaire. Ça, c'est d'ailleurs un devoir du citoyen, participe à la défense de la cité. Et ça donne justement droit à un certain nombre de ce qu'on appelle des droits politiques, c'est-à-dire participer notamment au gouvernement de la cité, pouvoir élire et pouvoir être élu. C'est ce qui détermine le début de la démocratie. Et c'est les Athéniens qui, les premiers, à l'échelle de leur cité-État, mettent ceci en place. Sauf que, il y a un mais là-dedans. Des citoyens, il n'y en a pas tant que ça. Au milieu du 5e siècle avant Jésus-Christ, à l'époque classique, regardez le centre de notre image,
vous le mets en plus grand, il y en a assez peu des citoyens à Athènes. À Athènes, on estime qu'il y a à peu près 40 000 citoyens à l'époque classique, c'est-à-dire 15% de la population. Si vous comptez les femmes et les enfants de citoyens, vous arrivez à 90 000, 35%. Mais eux n'ont pas le droit de vote. Il y a 36% d'esclaves, 95 000. C'est la plus grande proportion de la population. Donc la plus grande proportion de population, on verra qu'elle a le moins bon statut. Et il y a 14% d'étrangers et de leurs familles, justement, qu'on appelle les fameux métèques à Athènes. Donc, conclusion, il y a peu de citoyens. Donc ce n'est pas du tout un système qui est parfait. C'est la première fois qu'on met en place à une certaine échelle une démocratie. D'ailleurs, Aristote va nous le prouver. Aristote, lui aussi, un auteur grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, qui va nous expliquer par différents textes traduits comment s'organise cette vie politique à Athènes et comment s'organisent ces différentes catégories d'Athéniens. Mais nous ne sommes pas dans un système parfait du tout. C'est le premier. Donc ils inventent cette citoyenneté et puis les citoyens sont malheureusement très contents de pouvoir utiliser des esclaves qui, eux, ont un statut bien moins intéressant, vous allez voir. Première chose, qui est un citoyen ? Qu'est-ce qui définit le fait à Athènes d'être un citoyen ? Alors regardons ce texte. C'est quoi un citoyen ? Il y a un critère de base. Vous avez vu participation à la justice et au gouvernement de la cité. C'est le rôle du citoyen. Le citoyen, comme on l'a dit, c'est celui qui participe au gouvernement de la cité, c'est-à-dire de la ville-État, et il participe à la justice. Pour ça, ils sont nés de parents tous deux citoyens et non d'un seul son père et sa mère depuis 451 avant Jésus-Christ. Ok. Et évidemment, il habite le territoire de la cité, c'est-à-dire en l'occurrence Athènes. Ok. Maintenant, allons dans la catégorie des femmes et enfants de citoyens. Alors là, vous allez voir, c'est déjà beaucoup moins bien. D'après Xénophon, un autre auteur athénien. Regardez quel est le rôle des femmes à Athènes pendant la période classique. Désolé, notamment les filles, vous allez voir que c'est pas terrible. Alors Xénophon nous dit, effectivement, toi qui es une femme, tu devras rester au logis et élever les enfants. Voilà le rôle. Donc les femmes s'occupent des tâches du logis. Elles s'occupent aussi d'organiser le logis, elles s'occupent d'élever les enfants. Donc travaux et soins de l'intérieur. Alors pourquoi, d'après les Athéniens, d'après les hommes athéniens, parce que c'est les dieux qui ont adapté la nature de la femme aux travaux et aux soins de l'intérieur. Donc on n'est vraiment pas dans une parité à ce moment-là. La société patriarcale athénienne dénie à la femme par nature, parce que c'est les dieux qui l'ont voulu comme ça, d'après ce qu'ils disent, le droit de devenir une citoyenne et de participer à la vie de la cité. Il va falloir attendre bien après pour que, heureusement, aujourd'hui, nous ayons une égalité politique entre les hommes et les femmes. Je vous rappelle qu'elle n'est née en France qu'après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire en 1946. Donc il a fallu avoir un long trajet pour en arriver à une situation de parité actuelle, qui n'est dans beaucoup de domaines d'ailleurs pas encore du tout parfaite. Vous allez voir qu'il y a pire, hein. Il y a pire encore. Maintenant, on passe à la catégorie de ceux qu'on appelle les métèques. Donc, qui sont ces fameux métèques ? Et surtout, qu'est-ce qu'ils font à Athènes ? Pourquoi ils sont là ? On a déjà dit que c'était les étrangers, mais pourquoi ils sont là ? Et qu'est-ce qui les différencie des citoyens ? Alors, vous avez vu, qu'est-ce qu'ils font à Athènes ? Ce sont les commerçants ou les artisans. Par exemple, vous êtes un commerçant qui vient de la ville de Sparte à Athènes, vous êtes donc un métèque, considéré comme un métèque à Athènes, même si vous êtes citoyen de Sparte. Donc à Athènes, vous n'aurez pas le droit de participer à la vie politique de la cité. Et pour pouvoir vivre à Athènes, vous paierez une taxe. Donc vous payez un impôt pour avoir le droit de vivre à Athènes. Alors Xénophon nous dit qu'il faudrait les dispenser de servir dans l'armée, ce qui veut dire qu'ils ont l'obligation aussi d'y servir. Donc voilà, les métèques, ce sont les commerçants et artisans qui ne sont pas citoyens d'Athènes et qui vivent pourtant là, ils payent une taxe pour ça. Et les moins bien lotis, de loin, et les plus nombreux, les esclaves. Aristote va être très clair. L'esclave, à quoi sert-il ? Quels sont ses droits ? Vous avez vu, l'esclave sert à tout ce qui est appelé besogne indispensable.
comme les animaux. Donc on dénie à l'esclave le droit d'être humain. Il n'est pas libre. C'est un instrument vivant, c'est-à-dire, en gros, un objet qui parle, qui n'est pas libre de ses mouvements, parce que l'esclave a un maître, et que ce maître a sur lui autorité. Donc on avait déjà étudié auparavant ce concept d'esclavage, on le retrouve à Rome, on l'avait notamment étudié du côté des premières civilisations avec l'Égypte notamment, les Assyriens, etc. Et on le retrouve en Grèce. L'esclave est un instrument vivant soumis à l'autorité d'un maître, comme les animaux. On emploie sa force physique, on emploie sa force intellectuelle, bref, l'esclave n'est pas libre, on peut dire que c'est un non-libre d'ailleurs. Bon, c'est pas un portrait très agréable qu'on fait de ce qu'on appelle pourtant la démocratie athénienne. Mais rappelez-vous, je vous le redis, c'est la première. Elle est donc loin d'être parfaite. Pendant toute la période de l'Antiquité, l'esclavage va perdurer et vous verrez l'an prochain qu'au Moyen-Âge, il va se transformer dans ce qu'on appelle le servage dans la société féodale. Mais pendant la période qui nous intéresse cette année, il y a des esclaves et ces esclaves, malheureusement, sont utilisés par les citoyens et par les plus riches notamment. Donc voilà, la population grecque athénienne, même si nous sommes en démocratie, peut être classée en 4 catégories aux droits différents. Au sommet, les hommes citoyens nés de pères et mères athéniens ayant fait leur service militaire, ils ont les droits civiques, À côté d'eux, leurs femmes et enfants, qui sont femmes et enfants de citoyens, mais n'ont pas le droit de vote. En dessous, les métèques, c'est-à-dire les étrangers vivant à Athènes pour raisons commerciales, parce que ce sont par exemple des artisans ou des commerçants de haute ville, qui payent une taxe à la cité pour avoir le droit d'y vivre et qui ne participent pas à la vie politique. Et tout en bas de l'échelle sociale, les esclaves, des instruments vivants, parfois maltraités, qui sont soumis à l'autorité de leur maître. On voit bien sur les images la différenciation entre les vies de ces différentes catégories de population. Voilà la vie des citoyens. Donc nos citoyens sont représentés au cours d'un repas ici, ils participent, d'un vote, ils participent à la vie de la cité, c'est-à-dire que là les citoyens sont représentés en train de voter avec une urne de vote. On étudiera ce phénomène et cette manière de faire dans le prochain cours. Donc eux ont le droit de vote. La femme, elle, est représentée ici au foyer, la femme de citoyen en train d'accomplir les tâches de la maison. L'organisation des métèques, ici représentée comme un armurier, quelqu'un qui fabrique notamment des armes et armures, donc des commerçants et artisans d'autres villes. Et puis ici, nos fameux esclaves, ici un porteur d'eau, représenté en train de faire une tâche physique pour le compte de nos citoyens qui, eux, n'ont pas de travaux physiques à fournir. Les esclaves travaillent pour eux. Donc une situation qui est extrêmement profitable pour 15% de la population, les citoyens athéniens de sexe masculin, et qui est très difficile pour les 36% d'esclaves qui vivent dans la cité. Donc voilà, vous le voyez, toute cette population-là participe à notre fameuse fête des Panathénées. Tous y participent parce que tous veulent l'agrément de la déesse protectrice d'Athènes, Athéna. Mais il ne faut pas que cette unité de façade cache les disparités entre les différentes populations de la ville, les différences. Les Panathénées, c'est une fois tous les 4 ans. Même là, il y a des rôles différents pour les citoyens, non-citoyens, libres, non-libres qui y participent. Et le reste du temps, et c'est ce qu'on verra d'ailleurs dans le prochain cours, les citoyens organisent la cité en participant à sa vie politique. Donc voilà pour notre ville d'Athènes aujourd'hui et son organisation au niveau de sa population, avec la différenciation entre les différentes catégories de population, ainsi que la fête des Panathénées qui les occupe une fois tous les 4 ans. Et bien voilà, le prochain cours sera le dernier sur notre ville d'Athènes et sur le monde grec et des cités grecques, puisque nous étudierons en détail comment s'organise la vie politique athénienne, réservée donc, comme on l'a étudié aujourd'hui, aux seuls citoyens, c'est-à-dire ces hommes de père et mère
athéniennes de plus de 20 ans ayant fait leur service militaire et ayant le droit et le devoir de participer à la vie politique de la cité. Mais ça, c'est très certainement pour la semaine prochaine, puisque je continuerai mes petites vidéos pendant les vacances, ce qui vous permettra après les vacances, j'espère, de les regarder et puis d'être au point sur ce chapitre. Je vous mettrai aussi en place une petite vidéo, probablement demain, concernant les petits QCM que vous pourrez faire pour vérifier vos connaissances avec le lien vers ces QCM qui sera en dessous de la vidéo. Et voilà, sur ce, il est effectivement largement temps de se dire pour l'instant au revoir, jusqu'à notre prochaine vidéo de 6e. Comme d'habitude, je vous souhaite de vous porter bien et de prendre soin de vous.